Salut tout le monde, bienvenue sur le plateau du grand débat du web de Digital Business News. Chaque semaine, 26 minutes pour écumer l'actualité connectée avec deux sujets principaux et des invités majeurs. C'est l'émission 34, on aura donc aujourd'hui les héros. 34 héros, c'est un petit peu voilà, du web pour vous parler de deux sujets dont je vous détaillerai le contenu dans un instant, juste après le petit tour de table nécessaire, obligatoire et un vrai plaisir en plus quand on accueille Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bonjour. Créateur de Yogosha qui fait dans le Bug Bounty, ça n'a pas changé depuis les dernières fois. Toujours. Toujours. À côté, Jérémy Ben Moussa. Salut Jérémy. Salut. Love is in the air, l'amour est dans l'air, Lita. Lida, une application mobile de dating. Voilà, qui est de nouvelle génération, on va dire ça. Exactement. Comme ça. En face, nous avons Damien Douany. Salut Damien, tout de noir vêtu. Oui, voilà, c'est ça, aujourd'hui, de noir. Damien qui devra nous quitter en cours d'émission. C'est ça. On fait comme dans les vraies télé, il y a des invités comme ça, stars, qui s'en vont en cours d'émission, c'est incroyable. Exactement. La dernière fois, j'avais mis une lunettes de soleil, là maintenant, je me casse un peu le mieux. J'ai décidé comme ça. Cette année, J'ai décidé de se faire remarquer. Voilà, c'est comme ça. Expert média et innovation numérique, Fada Social Agency, c'est ce que vous avez créé. Vous aidez notamment les boîtes à gérer leur... À comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec le digital, Ouais. à se transformer digitalement, à les former, à les accompagner, à coacher leurs dirigeants. Ouais. Tout ça. Et puis à côté de ça, j'ai aussi cofondé une boîte qui s'appelle Wiscope TV, qui fait de la... Sur Periscope. Voilà, la première chaîne sur francophone. Periscope. Exemple. Je dis que c'est écrit en dessous, non, donc voilà, comme ça. C'est bien comme ça pour les gens qui ne savent pas lire, en fait. Il y a tout le détail. Et puis Julien Jacob, bonjour. Salut. Média 2, toujours. Toujours. Et puis WeFlash, qui est une start-up qui commence à prendre son envol, là, vraiment, Voilà, maintenant. une marketplace de photographes qui s'attache à l'immobilier pour l'instant. Merci à vous quatre d'être présents. On va pouvoir discuter de deux sujets. On va parler de backstage, pas des coulisses de cette émission, il y aurait trop à dire, mais on va parler de backstage de YouTube, qui veut devenir un grand réseau social. Est-ce que YouTube n'est pas déjà un réseau social ? Si, on le classe parfois comme réseau social, mais ça n'est pas du tout un réseau social au sens où on l'entend du côté de Facebook et de Twitter. En tout cas, Google a décidé avec Backstage, en tout cas c'est ce que dit VentureBeat, de se lancer à la bataille, d'aller concurrencer directement Twitter, Facebook et autres, Instagram, Pinterest et Snapchat sur leur propre terrain du réseau social. C'est une annonce qui a été faite. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres ? On commence par Fabrice, par exemple. Est-ce que YouTube a réellement une légitimité à venir se positionner comme un vrai réseau social ? Le terme réseau social, ça regroupe beaucoup de choses. Ouais. Comme alternative à Facebook, certainement pas. Comme modèle à la Twitter, où on se constitue un flux de contenu personnalisé, oui, il y a potentiellement il y a une place à prendre qui est la télévision. Hein. Les programmes télé, si on regarde la qualité des programmes télé aujourd'hui, on est quand même dans une chute du fait qu'il y a moins de budget. YouTube propose vraiment un flux constitué de nos propres abonnements qui pourrait tout à fait demain basculer sur la télé. Il suffit de, même pas une application, parce que toutes les télés aujourd'hui ont une application YouTube, il suffit d'une application intelligente et probablement d'un peu plus de dimension sociale, et on aurait une télévision programmée par ses amis. Alors, YouTube ne voudrait pas, a priori, faire que de la vidéo. Non, pas que ils la ont plein télévision, d'autres ambitions. Ça me paraît correspondre à un besoin, c'est pas évident, mais en tout cas quelque chose de très concret auquel s'est attaqué Netflix, auquel s'attaque beaucoup de monde, auquel s'attaque Molotov, qui est passer de la télé à papa programmée par un mec qui va t'imposer qu'à 8h30 tu vas voir tel film, à quelque chose de beaucoup plus personnalisé, individualisé et fonction d'un environnement social. Après, que Google essaye de faire bien au-delà de ça, parce que ça c'est relativement facile à faire, j'en suis sûr qu'ils y arrivent. Qui utilise parmi vous Google Plus de façon très régulière ? Vous savez, le réseau social créé par Google. Il y a ailleurs d'ailleurs. Comment ? C'est Mais- tout le problème. Non, mais je pense qu'on est tous inscrits. mal, mais on est tous inscrits. On est tous inscrits, mais personne Oui, mais ils ont inscrit un peu de force, parce qu'à une époque, ils avaient fusionné YouTube et Google+, justement. Donc c'était juste pour dire que Google a tenté plusieurs fois de faire Mais un Google réseau n'est pas social. Ouais. Google n'a pas l'âme sociale. Ouais. Par contre, Ça c'est bien, ça. Google n'est pas social, si on met des guillemets, c'est bien. Google, oui, alors Un punchline. Voilà, la phrase à tweeter, Google n'a pas l'âme sociale, Google n'est pas social. Voilà. Allez-y, Ça doit chez faire vous, 90 caractères environ, ça marche. C'est très bon comme slogan Damien politique, Douany, c'est excellent. 2016. Non mais ce que j'ai par là, c'est qu'ils ont essayé plein de choses. Ils ont essayé avec Google+, et ils ont vraiment mis les moyens. Ils n'y arrivent pas, parce que je pense que quelque part, c'est pas dans leur ADN. Et surtout, ils se sont rendus compte qu'ils étaient assis sur une mine d'or, qui est YouTube, qu'ils ont réussi à faire prospérer, qui fonctionne bien. L'or se vend pas trop, parce que YouTube ne gagne pas d'argent, toujours Non, pas. mais je veux dire par là, en termes de personnes, en termes d'activité, Absolument. d'engagement. Et comme actuellement, on est en train de basculer sur l'ère de la vidéo, et que la vidéo devient un outil pour du Twitter, pour du Facebook, qui est un produit d'appel, ils se disent, après tout, qu'est-ce qui manque ?
les conversations. Et aujourd'hui, les conversations, elles sont faibles. C'est juste des commentaires vaguement auxquels... Très peu d'engagement sur YouTube, sur une grande majorité des vidéos. D'où le fait de vouloir dégager, engager plus les gens avec des outils additionnels, des sondages, des choses comme ça, que pourraient tout à fait les youtubeurs faire pour développer une sorte de page un peu plus animée, un peu plus éditorialisée. Mais il y a un phénomène qui fait Jérémy. que YouTube doit évoluer de toute façon. D'abord, c'est son succès ces dernières années, qui est en partie dû à Facebook, dû au fait qu'on pouvait partager des vidéos sur Facebook, le fait que depuis 1 mois et demi, on ne puisse plus partager nativement Absolument. des vidéos YouTube sur Facebook parce que Facebook promeut ses vidéos, les vidéos qui sont uploadées dessus. Donc YouTube a besoin de se réinventer un petit peu parce qu'il ne va plus profiter de l'espèce de gain d'audience énorme que lui apportait Facebook. Donc YouTube a besoin de se réinventer. Et l'échec de Google+ en tant que réseau social fait que si Google veut absolument continuer à se positionner sur ce lien entre l'humain, entre les humains, globalement, on ne va pas parler de Wave ou de Google+, machin, le seul média sur lequel ils peuvent s'appuyer au jour d'aujourd'hui, c'est YouTube. Le seul qui fonctionne aujourd'hui en termes d'usage, je ne parle pas financièrement, mais en termes d'usage, le seul sur lequel il y a 5 milliards de vues par jour, c'est YouTube. Et donc, ils ont un boulevard devant eux parce qu'en termes de fonctionnalité, on peut inventer 1 milliard de choses encore avec YouTube. Et ils vont forcément devoir le faire évoluer. Est-ce que YouTube n'est pas juste en train de réagir à l'offensive très 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 nette de Mark Zuckerberg de Facebook sur le secteur de la vidéo? Mais si, bien sûr. C'est Mais clair et net. aussi au fait que la vidéo a un Facebook est le succès plus gros phénoménal. diffuseur de vidéos. Alors ça dépend parce que suivant comment ils comptent la vidéo qui est Alors, ouverte, Facebook etc. compte les vues à partir Oui, de voilà. 3 3 secondes. secondes, la C'est blague. quand même un pur scandale. D'accord, mais Enfin, on est tous contents parce qu'ils ont fait des chiffres énormes. Mais toujours est-il quand que- tu uploades tes vidéos, tu es content du chiffre. Oui, c'est absolument ce que Les je marques disais. sont oui. contentes parce qu'on peut Les même... marques sont C'est l'argument contentes. PowerPoint. Vous avez vu combien on a fait de vidéos sur YouTube, sur Google, sur Parce que Facebook, pardon? Facebook propose également un comptage à 30 secondes et quand on regarde dans le détail, c'est plus le même. Hein. Ouais. Mais toujours est-il que Facebook est effectivement un gros diffuseur de vidéos, mais je pense que l'article dans votre Surbit est un peu bizarre parce que à la question est-ce que ça va devenir un réseau social, absolument pas. Comme tu l'as dit, l'ADN de Google n'est pas du tout d'être un réseau social. En revanche, l'ADN de Google, c'est de structurer les médias, l'information, etc. Et que c'est vrai que YouTube finalement n'a pas changé depuis quasiment le début en termes de fonctionnalité, qu'il y a plein de choses à faire chez Google qui sont en train de réinventer la vie, l'immortalité, etc. Donc ils sont aussi sur plein de choses. Et que là, moi, je pense qu'effectivement, que c'est cette position cette réaction ce qu'a fait Facebook qui a créé une réaction sur Google. Ça sent pas très bon sur la réussite, quand on est en réaction, qu'on n'est pas dans sa catégorie, que c'est pas son métier et qu'on réagit comme ça, généralement, c'est pas Oui, très mais bon. par contre, ils ont l'accroche C'est- vidéo qui est leur métier. Puis il y a un autre élément qui est quand même Ouais, qui est mais- conjoint. Ils vont lancer leur version live. Non, mais le vrai truc, c'est la discussion. YouTube va lancer sa version live qui est un copier-coller de Periscope Ouais. dans la mécanique de captation et de commentaires. Donc on le voit aujourd'hui si tu vas sur la page d'accueil, il y a de plus en plus de petits cartouches rouges avec marqué en direct actuellement. Ouais. Donc on C'est voit bien compliqué, qu'ils le commencent à aller vers ça. Donc on voit bien qu'ils essaient de rattraper les wagons, Ils vont mais ils se faire- disent on a un coup à jouer, c'est maintenant. Ils vont faire de la vidéo éphémère également. Tiens, on a déjà vu ça. Sauf que le principal. Oui, mais Facebook le fait aussi. Oui. Facebook fait aussi, essaie de rattraper Snapchat avec des applications, ils en sortent des kilos et à chaque fois ça plante. Bien sûr. Donc quelque part, voilà. Et YouTube va aussi un peu sur le terrain Netflix parce qu'ils vont commencer à produire leur propre contenu, qu'ils vont commencer à diffuser de façon internationale. Donc il y a aussi, en fait, Mais là, ils sont dans leur métier. ils sont dans leur métier, mais Ouais, c'est plus dans la conception d'un flux C'est planifié socialement qu'ils ont des chances de réussir que dans un réseau social. Alors, quand on parle de clairement. Backstage, on parle pas d'un réseau social pour Monsieur Tout le Monde. Dans un premier temps, on parle de pages qui seraient des pages avec des publications de textes, de photos, de sondages, de vidéos, Ouais. de ce qu'on veut, par des stars, ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, on est dans le MySpace quand même, on est dans autre chose. C'est MySpace ou la page de fans Facebook revue et corrigée. C'est ce qui est devenu Twitter d'une Enfin, certaine manière. ça fait quoi. quand même un C'est, petit moment que ce genre d'espace-là ne vit plus sur le web et qu'on fragmente totalement les audiences. Donc, on va essayer de ramener des gens sur le MySpace. S'ils une nouvelle arrivent à formule. allier des contrats, comme a fait Twitter avec la NFL, s'ils arrivent à signer des contrats intéressants, pourquoi ne pas imaginer que demain, TF1, avec un accord financier intéressant, fasse de la diffusion sur YouTube avec une page animée? Parce que d'un point de vue financier, aujourd'hui, YouTube est quand même le seul à rétribuer, ou au moins à faire une rétribution pour les créateurs, alors que Facebook dit mettez votre vidéo, on est super content, merci. Quoi. Donc, Facebook est juste en train de faire de la captation de services. Oui. Et dès l'instant où ils vont avoir beaucoup de monde, et ça commence à être le cas, ils vont mettre de la publicité, et là, ça va devenir une cash machine absolue. Donc c'est ce que Facebook attend. Enfin, tout le monde imagine que ça va se passer comme ça, Julien. Non ? Non, mais je pense que les deux c'est là où il y a une vraie bataille, c'est que les deux sont sur le temps de cerveau disponible, comme on disait avant, et que la vraie bataille, elle est là. Mais je pense que pour Google, c'est une bataille publicitaire. C'est absolument pas une bataille de service, de créer un nouveau. Et ils ont quand même
quand on regarde Google, Amazon et Apple, c'est quand même 3 boîtes qui ont été capables de créer des catégories quasiment à l'infini. Ils ne sont pas assez stupides pour faire une erreur d'aller prendre le challenger qui est juste en face. Donc moi, je pense que c'est vraiment une question de moderniser, c'est en réaction, comme on l'a dit tout à l'heure, moderniser ce YouTube qui a quand même pas bougé depuis un certain temps, et d'apporter un élément qui est essentiel dans le web, c'est la conversation. Sans être juste un diffuseur, on fait de la télé, effectivement. J'aimerais quand même réagir à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire quand on est en réaction, quand on se dit il faut absolument réagir à quelque chose que font les autres et qu'on essaie de greffer de façon un peu artificielle des services sur un service déjà existant qui marche bien, en général, ça fait fiasco. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça de l'autre côté ? Est-ce que Moi, je pense il y a danger même vraiment important pour YouTube à essayer de copier tout ce que font les Oui, autres. mais c'est exactement la même chose que Google avec Google+. Quand on est un suiveur et qu'on essaye de refaire ce que l'autre a fait parce qu'on se dit on n'est pas sur le marché et eux ils le font bien, ils n'apportent pas d'innovation, ils n'apportent rien. La grosse différence là, c'est quand même YouTube, c'est une plateforme qui marche très très bien en termes d'usage, en termes d'audience. Donc ils ont déjà quelque chose qui fonctionne bien. Mais ils prennent un risque avec. Ils prennent un risque avec, je suis d'accord. Mais d'un côté, ils ont besoin de le dépoussiérer. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et de l'autre côté, ils ont un boulevard aussi. S'ils ne se plantent pas sur les fonctions qu'ils proposent, si ça reste cohérent avec ce qu'est YouTube et ce que les gens attendent de YouTube, ils ont vraiment on va dire un espace un peu plus grand à prendre. Mesdames et messieurs, on inaugure une nouvelle chronique dans cette émission, c'est le départ avant la fin. On a ça dans toutes les émissions de télé qui se respectent avec la star qui doit prendre un avion, c'est le cas. Il est venu avec une valise assez lourde d'ailleurs, il doit partir à Cork, un avion pour Cork en Irlande, c'est ça ? Un certain team, trop rien. Il a 2-3 trucs à me filer. Tu nous ramènes des iPhone 7 et apparemment, il paraît que ce qu'il y a dans la valise va résoudre le problème. Or ou rose Merci beaucoup Damien Vanni d'avoir participé à cette émission. Et bon voyage à la prochaine fois. On continue sur ce que disait Jérémy, que j'ai un peu coupé en fait. Non, juste globalement de dire que tu ne peux pas suivre éternellement, lancer un service juste pour suivre parce que ton concurrent fait de l'argent, alors que le cœur de métier de YouTube leur offre un boulevard. S'ils restent sur leur cœur de métier, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Fabrice, qu'on n'a plus entendu sur ce sujet. Moi, je reste vraiment persuadé qu'il y a un très gros coup à jouer sur la télévision. Déplacer YouTube vers la télévision ou le faire aussi sur la télévision. Après, il faut réinventer l'interaction sociale sur la télévision parce que forcément, ça va se passer très différemment. Molotov le fait très bien. Je n'ai pas Molotov, mais je vais tester ça, un de ces quatre. Solution française extrêmement bien faite qui a compris les usages. En tout cas, c'est ce que j'entends partout et ce que j'ai testé moi-même. Écoute, j'ai déjà un abonnement Netflix, je vais m'en prendre un Molotov. Mais malgré tout, YouTube a une offre de programme qui est incomparable avec Netflix et Molotov, qui est très différente, qui va meilleure. Elle est juste très différente. Donc il y a vraiment quelque chose de spécifique à faire en constituant un flux à partir d'une dimension sociale qui soit totalement personnalisé pour la personne qui est en face de sa télé. Là-dessus, YouTube regorge de contenu de qualité, parfois très 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 pointu. Et moi, je sais que je regarde régulièrement des émissions qui sont pensées, faites pour YouTube, et dont la qualité de contenu est incomparable avec ce que fait la télé, parce qu'il n'y a pas cette contrainte de on est dans un cadre, on va être entendu, et du coup on peut aller beaucoup plus loin dans des discussions avec les invités. Et puis il y a surtout que YouTube, enfin Google comme Facebook d'ailleurs, a une masse de données, parce que dans Netflix, le problème de Netflix, pourquoi Netflix ne marche pas en France, c'est parce qu'il faut suffisamment de données pour pouvoir faire un flux qui soit justement pertinent pour la Alors personne. que là, ils en ont déjà un paquet. Et là, ils ont un paquet de données, ce qui fait qu'effectivement, il y a de bonnes chances que le flux soit pertinent. Après, est-ce qu'ils sont capables de lancer la discussion autour de ça ? Parce que c'est ça le vrai enjeu. Et c'est là où la télé a quand même un vrai problème, même avec Molotov. C'est pas tant... La discussion n'est pas... C'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'est un network social. Twitter a introduit les retweets. Ça peut être un élément très intéressant pour du YouTube, qui n'existe pas pour l'instant. Tumblr a l'équivalent, le retweet. Donc le simple fait de suivre, de retweeter, de liker ou de unliker des gens, c'est déjà une forme d'interaction sociale. La conversation du genre, on écrit quelque chose en réaction, alors d'une part, sur un écran télé, c'est très compliqué, et d'autre part, c'est pas forcément indispensable. Il y a d'autres choses à faire. La conversation entre les gens, clairement, Google est dans un territoire qu'il ne maîtrise pas, c'est pas son ADN. Il y a d'autres choses à faire et il y a vraiment des choses intéressantes. On entend en tout cas que vivante, c'est vraiment du côté des contenus, de la télévision, de l'image que c'est en train de se passer. C'est là que ça se passe et que les géants sont en train de recomposer leurs offres d'une certaine façon pour mettre un coup d'arrêt final à la dynamique qui avait poussé les chaînes de télé à faire un carton pendant 50 ans. On est en train d'assister à la fin d'un monde. Normalement, je pense qu'ils regardent même pas la télé. Ouais, c'est même pas juste sur en train leur d'enterrer. Ils regardent les revenus publicitaires de la télé. Oui, mais voilà. Ils vont pomper ces revenus-là. Ils sont en train d'enterrer la télé de papa qui a un mal de chien à réagir et qui en est aujourd'hui. On fait de la radio, enfin de la télévision et de la radio quand même. Donc la radio elle-même est en train de disparaître. On fait des formats spécifiques. France Télévisions, ils ont commencé, un peu maladroitement, mais quand même, ils ont commencé à faire des programmes ultra courts qui étaient
destiné essentiellement à YouTube et qui était destiné à être vu dans des séquences non linéaires. Donc ils ont commencé une réflexion sur la dimension non linéaire de la télévision et le fait de devoir nécessairement transiter d'une logique Tout ça linéaire. sur la masse de depuis 50 ans. production et sur la masse de revenus publicitaires, c'est peanuts, ça, pour prendre une formule que tu aimes bien. Donc pour l'instant, c'est test and learn, mais ça n'est pas vraiment engagé sur... C'est insignifiant d'un point de vue revenu. C'est insignifiant. Le deuxième sujet de ce grand débat du web, on parle de la haine. Les trolls, mais pas que, la haine qui s'est répandue comme une traînée de poudre ces dernières semaines, encore plus sur le web. On l'a vu avec les attentats, et notamment à Nice. La parole s'est libérée pour un certain nombre de gens qui se croient obligés à dire tout et absolument n'importe quoi, en dehors de tout cadre légal d'ailleurs, puisque on rappelle qu'on est dans des médias et que l'expression est passible de justice. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça et on va pouvoir en parler. C'est bien pour ça que ce débat a lieu. La haine peut-elle avoir la peau du web? Je rebondis là-dessus sur la une du Time Magazine du 29 août qui titrait, une traduction approximative, pourquoi est-ce qu'on livre l'Internet à la culture de la haine, avec un gros dossier de Time Magazine là-dessus qui explique qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus lutter, que ça devient très très compliqué. Julien, est-ce qu'on assiste à quelque chose qui devient vraiment un phénomène incroyable? On a tous vu sur nos timelines apparaître des choses dont on ne pensait pas qu'elles pouvaient être écrites par des gens qu'on connaissait, notamment sur Facebook, et qui sont des abominations, franchement. Moi, je pense que c'est là dès le début, pour avoir travaillé sur le Post, donc là, avant le Huffington Post sur Le Monde, on avait un peu soulevé le capot de ce qu'étaient les trolls, et finalement, ça n'a pas tellement changé. J'étais assez surpris de l'article pour le Time, parce qu'ils oublient quand même tout le reste. C'est qu'on ne peut pas avoir des avantages sans des inconvénients, et qu'aujourd'hui, les trollers sont une ultra-minorité, comme tout extrémisme, voilà, qu'il faut que d'ailleurs c'est régi par la loi. Hein, donc aujourd'hui les fournisseurs d'accès donnent les IP, etc. Donc c'est pas non plus comme si c'était le grand Far West et le grand n'importe quoi. Après la différence, c'est vrai que, et c'est la nouveauté, c'est qu'on peut être exposé à des choses pour lesquelles, auxquelles on n'était pas forcément exposé avant. Mais il faut pas aller trop vite. Le troll fait partie des tout débuts du web. Plus il y a de gens sur Internet et plus il y a de plateformes et plus on en verra une partie, ça reste quand même des gens qui sont, on avait fait le profil, hein, qui sont des insomniaques, qui sont schizophrènes, qui ont 10 comptes. Qui sont nombreux aussi. Oui, mais qui sont nombreux, mais qui sur la masse, encore une fois, c'est comme les extrémismes religieux, ils sont extrêmement exposés. Sur la masse, on parle de combien? Et par rapport au printemps arabe, par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc moi, je serais un peu plus mesuré là-dessus. La situation devient plus complexe, c'est quand on a des gens qui, justement, n'étaient pas du tout des trolls ça, j'y crois pas. et qui sont en train d'avoir une espèce de variation. C'est pas du tout ça qui se passe. Pas. Vraiment. Alors, pour avoir participé au printemps arabe... Professeur... Et c'est l'un des thèmes de mes cours. Ce à quoi on assiste en France, c'est... là encore du colonialisme numérique, c'est-à-dire que les États-Unis nous importent le premier amendement qui est un truc totalement exogène dans la culture française, la démocratie française. Tout d'un coup, on a donné, c'était le même phénomène avec les Tunisiens, on a donné la liberté d'expression à un peuple qui ne l'avait pas. La seule différence avec les Tunisiens, c'est que les Tunisiens étaient conscients de ne pas l'avoir, les Français ont commencé à réaliser qu'en fait, ils ne l'avaient pas avant. Et du fait d'une inculture complète en sciences politiques. C'est sortir des saloperies antisémites et islamophobes. Mais tu vas aux États-Unis, c'est ton droit. Si tu vas aux États-Unis, c'est ton droit le plus strict et il est garanti par le premier amendement. Oui, et ils ont construit une société là-dessus. En France, pas du tout. Donc, mais toujours est-il qu'on a amené des outils, Twitter, Facebook, etc., qui le donnent de facto aussi bien aux Tunisiens qu'aux Français. Donc à partir de là, il va y avoir des transformations radicales de la société. Les Tunisiens sont là pour nous le montrer. En France, il faut être honnête, même si ces propos nous choquent horriblement, nous faisons partie d'une élite qui a fait en sorte que les propos qui nous choquent soient censurés depuis maintenant 30 ans, avec une multitude de lois. Il y a à peu près 200 lois qui contraignent la liberté d'expression. C'est pas le souci. On a réglé le problème de ces propos choquants en les censurant à une époque où c'était techniquement possible. Aujourd'hui, ça n'est pas techniquement possible. Donc les solutions qu'on a mises en œuvre depuis 30 ans pour faire que la société française soit apaisée s'effondrent. Ça, c'est un énorme problème. Mais il faut l'aborder de cette façon-là. Nous avons un premier amendement qui nous a été imposé. Et la Constitution française n'est pas adaptée à ça. La société française n'est pas adaptée à ça. La société française refuse de regarder en face le fait qu'elle est communautaire. Et on arrive avec des outils qui sont complètement basés sur la notion de communautaire et dans lequel les communautés constituées forcément résonnent beaucoup plus qu'une idée d'une société qui serait française, unifiée, intégrée, qui n'existe que dans les rêves du 6e arrondissement. C'est ça qu'on se prend dans la gueule en France. Ça veut dire que c'est la masse de l'expression, finalement, qui deviendrait totalement On ingérable. a entre 30 et 40% des Français qui, d'une façon ou d'une autre, ont été censurés dans leur liberté d'expression pour notre plus grand bien à toi et moi. Mais toujours est-il que ces gens-là, qui étaient
raciste, homophobe, antisémite, whatever. Il y a encore une fois 200 contraintes à la liberté d'expression en France. Ces gens-là n'avaient pas la possibilité de s'exprimer, n'étaient pas représentés dans les médias mainstream et du jour au lendemain ou presque, en une décennie, on leur a donné tous les moyens pour s'exprimer. C'est une technologie qui est arrivée, qui leur a donné un accès, mais aujourd'hui, je ne vois pas où est le premier amendement en France. C'est je pense que la il est de facto dans les pratiques. Non, mais des propos antisémites, si ils sont... tu ne peux pas répréhender, c'est le même problème qu'avec Adopi. À partir du moment où tu as 8 millions de contrevenants, ton système juridique est inefficace. Tu ne peux pas sanctionner 8 millions de personnes. Il y a des technologies pour le faire. C'est pas qu'une question d'outils. Tu veux vivre dans une société dans laquelle tu as des robots qui vont repérer des infractions et c'est vraiment cette société-là que tu veux? Non, mais c'est pas que ça. Il n'y a pas que la question des outils. On est d'accord en disant il y a eu beaucoup plus d'outils. Il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Il y a Internet qui est arrivé dans quasiment tous les foyers. C'était pas le cas. On en parlait dans la dernière émission. C'était pas le cas il y a encore 20 ans. Ok. Mais aujourd'hui, il y a une parole qui s'est libérée. Quand, il y a 20 ans, tu disais pas publiquement que tu étais raciste, antisémite. Mais tu n'étais pas invité à l'émission suivante il y a 20 ans, et c'était réglé. Mais c'est pas la question. Et par ailleurs, tu le disais, quand t'allais dans un bar tabac... Regarde, c'était quoi l'émission de Polak? C'était hyper marginal. Tu avais de temps en temps ce genre de propos, le mec n'était pas réinvité, point barre. Oui, mais c'était Quand Patrick Cohen sur Europe 1 invite des gens qui débordent, il ne les réinvite pas, point barre. Honnêtement, je pense que c'était hyper marginal et qu'aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Et que je suis d'accord, les gens qui n'avaient pas ce pouvoir de parole, aujourd'hui l'ont. Mais plus globalement, moi je suis quand même hyper inquiet de ça. Je ne suis pas inquiet qu'ils aient la parole. Je suis inquiet aujourd'hui que ces gens-là, dans le vrai monde, t'aies autant de personnes, c'est pas des trolls, c'est pas des mecs qui sont là juste pour emmerder sur un sujet. C'est des mecs qui, systématiquement, quand il y a un article qui parle pas du tout d'un sujet polémique, parce que, je vais te prendre un exemple tout bête, je lisais un article il y a 2-3 jours sur un entrepreneur, il se trouve que le mec il est black, qui est un entrepreneur qui a un succès. L'article parlait que de ça, de son entreprise et machin. Tous les commentaires, il y avait 50 pages de commentaires, c'était des commentaires racistes. Et je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant que la réponse à un article, honnêtement, tout le monde s'en fout de cet article. Vraiment, 99% des mecs qui ont commenté l'article se foutent royalement du mec et se foutent royalement de la techno dont il parlait. Mais la réalité, c'est qu'ils sont venus commenter parce que le mec, il est juste black. Je trouve ça hallucinant qu'on vive aujourd'hui dans cette société où il y a autant d'expressions antisémites, anti-black, islamophobes. Je trouve ça très grave. Est-ce que dans les usages que fait l'extrême droite de la presse mainstream? Mais c'est pas Français se souche, ça n'est que ça. Mais justement, c'est pas que l'extrême droite. La personne qui aujourd'hui vient dire du bien de ce type-là pour son action, finalement, son commentaire n'est pas noyé dans un torrent de haine qui fait que il ne reviendra pas d'une certaine façon et qui va laisser la place aux haters. Mais ça s'appelle du communautarisme. Ces outils Facebook et compagnie sont pensés pour ça, sont pensés pour accueillir ça, pour faire fructifier ça, pour faire prospérer ça. Tu mets ça dans une société qui nie toute forme de communautarisme, qu'il n'existe ou pas, forcément il y a un problème, exactement comme le premier amendement. On a affaire à des outils technologiques qui sont calqués d'un point de vue politique et sociologique sur la société américaine. On les fout dans des sociétés exogènes, la Tunisie ou la France, forcément ça pète. Ceci dit, moi, juste un truc, aujourd'hui on a les moyens techniques et humainement ça ne serait pas un gros effort de détecter certaines choses qui sont illégales depuis très longtemps. Attends, on va relancer la dénonciation en France. Non, je ne parle pas de la dénonciation. Je parle pas de la dénonciation. Je parle pas de la dénonciation. Mais on a le droit, mais à la carte non, mais des mecs qui publient sous leur vrai nom et qui l'assument des articles totalement révisionnistes, c'est illégal, ça l'a toujours été. Je sais que c'est illégal. Comment tu fais appliquer ta loi quand tu as 8 millions de contrevenants? Mais parce que tu n'as pas 8 millions de mecs aussi évidents que ça. En mariage pour tous, t'en as combien? Mais c'est pas tout à fait la même chose. On a combien de gens qui s'opposent virulents avec des termes qui ne sont pas conformes au droit français au niveau du mariage pour tous? C'est pas la même chose que le mec qui publie un livre sur le sujet. Bon, on n'a pas résolu le problème, je crois qu'on ne le résoludra pas aujourd'hui. C'est dans l'ADN. Mais c'est une vraie question qu'il va quand même falloir se poser à un moment précis. Ouais. Et la question, est-ce que tu notes, est intéressante. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir une culture qui soit en adéquation avec les outils qu'on utilise? Tu as deux solutions très rapidement. La première solution, ça consiste à passer à une société communautariste et assumer le truc. Et c'est vraiment ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent et ça va faire très mal. La deuxième solution, c'est ce que vous préconisez tous les deux, c'est-à-dire sanctionner toute forme de parole en mettant en place des systèmes automatiques et de la dénonciation. Et ça donnera également la loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi de cette émission, c'est qu'elle fait 26 minutes. Il nous reste très peu de temps pour un plus un, moins un. Julien. Un plus un d'un bouquin que j'ai lu pendant les vacances, donc c'était il y a longtemps. Non, c'est un bouquin qui s'appelle Play Bigger.
que je vous invite à lire parce que après le Lean Startup, etc., ça explique comment Amazon, Apple, Google ont défini leurs catégories et ça donne une vision de leur chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à maintenant et là où ils vont aller qui est hyper intéressante. C'est en anglais, je crois qu'il n'est pas en français, mais Play Bigger, c'est vraiment très intéressant. Non, mais dans les élites, l'été, au bord de la plage, on lit des livres en anglais intelligents. C'est ça c'est ça le truc. Un petit -1 de notre côté. C'est pour qui? Allez, je vais donner un -1, mais j'aurais pu donner un +1 à Facebook cet été avec le phénomène Burkini. Oh, je pensais qu'on allait éviter ce mot-là dans cette Parce émission. qu'on Et il nous la sort, bam, on est 25e minute. typiquement le dans truc. la confiscation à l'espace médiatique traditionnel mainstream de ce qui fait l'actualité. Habituellement, nous, on est habitué à un système où le Parisien est repris dans le JT. Aujourd'hui, c'est Facebook et les systèmes de résonance propres à Facebook qui imposent l'actualité à tout le reste de la France. Et cette connerie de Burkini qui a résonné à Cisco, qui n'avait aucun rapport avec le Burkini et qui nous a pourri tout l'été et qui a très certainement fait des dégâts considérables sur la solidité de la société française, on va dire, c'est très clairement l'impact de Facebook. Et moi, ça fait des années, depuis 2010-2011, que je passe mon temps à dire Facebook va avoir un impact social, on y est. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce 34e numéro du Grand Débat du Web. N'hésitez pas évidemment à partager, n'hésitez pas à commenter également. Partout où vous la trouverez, elle est à plein d'endroits différents. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres sujets. Merci de votre fidélité. Salut à tous.